ce n'était pas une poignée de main, c'était un moment de vérité. Un jeune président africain s'est tenu droit, a regardé Donald Trump dans les yeux, et le monde s'est figé. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, une chaîne qui soutient Ibrahim Traoré et l'essor d'une nouvelle Afrique. Car ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Cela devait être un sommet comme les autres. Des dirigeants du monde réunis sous des lumières dorées, récitant leurs discours, serrant des mains auxquelles ils ne faisaient pas confiance. Costumes sur mesure, sourires impeccables, promesses déjà écrites. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit, quelque chose pour lequel personne ne pouvait se préparer. Un silence a été brisé, un silence qui durait depuis bien trop longtemps. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est entré dans cette salle non pas comme un invité, non pas comme un mendiant, mais comme un homme en mission. Il était plus jeune que la plupart, sa veste vert militaire tranchant au milieu d'une mer de bleu marine. Il n'avait pas de notes en main. Il portait du poids. Des générations de voix réduites au silence par la politique et le pouvoir résonnaient dans ses pas. Lorsque Donald Trump fit sa remarque, avec désinvolture, avec assurance, l'atmosphère de la salle changea. Il parlait de l'Afrique comme si c'était une cause perdue, un endroit oublié. Ces mots n'étaient pas nouveaux, mais cette fois, ils ne se sont pas dissipés. Ils ont heurté quelque chose de solide, et cette chose s'est levée. Traoré s'est levé sans drame, sans hésitation. Il n'a pas vérifié qui le regardait. Il n'a pas demandé la permission. Chaque pas qu'il faisait vers le centre de la pièce donnait l'impression que l'histoire elle-même se penchait en avant. Les dirigeants qui souriaient autrefois poliment retenaient maintenant leur souffle. Le silence n'était pas de l'inconfort, c'était de l'attente. Il n'a pas élevé la voix, il a tendu un miroir. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune idée de ce qu'est réellement l'Afrique, dit-il. Et en une seule phrase, quelque chose s'est fissuré. Non seulement l'atmosphère dans la pièce, mais aussi une histoire enfouie sous des décennies de mépris. Une vérité qui avait trop longtemps attendu d'être dite à voix haute. Les caméras se sont tournées, les stylos se sont mis à bouger, mais personne n'a interrompu. La voix de Traoré n'exprimait aucune colère, mais elle portait une force. Il ne s'adressait pas à la salle. Il parlait à travers elle, à chaque village ignoré, à chaque enfant oublié, à chaque continent qui avait appris à baisser la tête. Et désormais, le monde était obligé d'écouter. Ce jour-là n'était pas un simple titre dans les journaux. C'était un tournant. Le jour où un jeune leader n'a pas bronché et où l'ancien monde n'a pas pu se cacher derrière ses lustres. Le jour où le silence a perdu et où la vérité s'est dressée fièrement. Ce fut le jour où le monde a cessé de faire semblant et où l'Afrique a commencé à parler en son propre nom. L'Afrique a été qualifiée de bien des choses par ceux qui n'ont jamais cherché à la comprendre. Chaos, corruption, conflit. Mais ces mots ne sont pas la vérité. Ce sont des projections, des étiquettes commodes utilisées pour écarter une histoire plus profonde. Avant que les frontières ne soient tracées avec l'acier et la cupidité, il y avait ici des civilisations. Il y avait du rythme, il y avait de l'ordre, il y avait de la mémoire. Lorsque Ibrahim Traoré s'est tenu devant le monde, il ne présentait pas l'Afrique. Il la rappelait, rappelant aux puissants que cette terre abritait des empires, bien avant que leurs propres empires n'apprennent à écrire. Que ces peuples construisaient des villes alors que d'autres n'étaient encore que des villages, que l'Afrique n'était pas le chaos. L'Afrique était une structure interrompue. Il a parlé de l'or, non pas comme d'une richesse volée, mais comme d'une histoire ignorée. Il a parlé du commerce, de la médecine, du savoir qui circulait à travers le continent avant que les cartes coloniales ne redessinent le monde. Il n'a pas demandé à l'Assemblée de se sentir coupable. Il lui a demandé de ressentir quelque chose de bien plus difficile, la responsabilité. La vérité, c'est que l'Afrique n'a jamais eu droit à un nouveau départ. Elle a été découpée, vendue, exploitée, puis accusée de saigner. Sa force a été transformée en faiblesse, sa complexité réduite à la pauvreté. Mais dans cette salle, Traoré n'a pas parlé depuis la douleur. Il a parlé depuis la mémoire, celle qui refuse d'être effacée. Et lorsqu'il a dit « l'Afrique n'est pas le chaos », ce ne sont pas les murs qui ont tremblé, mais les personnes à l'intérieur. Parce que ces 4 mots n'étaient pas qu'une affirmation. Ils étaient une rectification, une déclaration, que le récit avait changé. Pas dans une salle de réunion, mais dans l'esprit de ceux qui avaient depuis longtemps cessé d'écouter. Ce moment n'était pas une question de politique, c'était une question de présence.
Un homme s'est tenu devant le monde et a parlé sans s'excuser. Non pas pour réécrire l'histoire, mais pour la reprendre. Non pas avec colère, mais avec clarté. Et ce faisant, il a accompli quelque chose que personne n'attendait. Il a dit la vérité et l'a laissé respirer. Dans ces 5 secondes de silence après ces paroles, quelque chose a changé. Non pas dans la loi ou la politique, mais dans la perception. Car lorsque la mémoire revient, elle ne peut être ignorée. Elle exige d'être vue. Et à partir de ce moment-là, plus personne dans cette salle ne pouvait regarder l'Afrique de la même manière. Dans une salle remplie de costumes impeccables et d'arrogance feutrée, Ibrahim Traoré portait autre chose. Pas seulement un uniforme, une déclaration. Alors que les autres étaient venus habillés pour la diplomatie, lui était venu habillé pour le devoir. Le vert de sa veste n'était pas une décoration. C'était une déclaration, un message indiquant qu'il n'était pas venu pour être accepté, mais pour être entendu. Cet uniforme portait plus que du tissu. Il portait du sens. Le poids des ancêtres qui se sont levés, ont combattu et sont tombés pour le droit d'être libres. Cela parlait plus fort qu'aucun discours ne pourrait jamais le faire. Cela disait « J'appartiens au peuple, pas aux élites ». Cela disait « Je sers, je ne fais pas semblant ». Et la salle pouvait le ressentir avant, même qu'il n'ouvre la bouche. Certains ont rejeté cela comme étant théâtral, d'autres l'ont compris immédiatement. Dans un espace où l'image l'emporte souvent sur l'intégrité, la présence de Traoré a bouleversé la mise en scène. Il ne s'est pas habillé pour impressionner. Il s'est habillé pour se souvenir, pour rappeler au monde le sang derrière le drapeau, la lutte derrière le silence. Ce jour-là, il ne représentait pas seulement le Burkina Faso. Il représentait tous les pays oubliés, tous les mouvements réduits au silence. Chaque enfant qui n'avait connu ses dirigeants qu'à travers des affiches et des slogans vides. Son uniforme leur disait « Je ne suis pas au-dessus de vous, je suis l'un des vôtres ». Et ce changement de ton était plus puissant que n'importe quel applaudissement. La veste militaire n'était pas un symbole de guerre. C'était un symbole de préparation. La préparation à défendre un avenir qui avait été repoussé trop longtemps. La préparation à défier un système qui attendait des dirigeants africains qu'ils demandent, qu'ils supplient, qu'ils se conforment. Au lieu de cela, il s'est tenu debout, et le système s'est arrêté. Cette salle, si habituée à jouer la même vieille chanson diplomatique, a été forcée d'adopter un nouveau rythme. Non pas un rythme d'agression, mais de présence. Non pas un rythme de conflit, mais de confrontation avec la vérité. Dans cet espace où la mode masque souvent l'échec, l'uniforme de Traoré révélait tout. L'honnêteté, l'histoire et l'espoir. Ainsi, lorsqu'il s'est avancé au centre et a pris la parole, le monde a écouté. Non pas à cause de ce qu'il portait, mais parce qu'il était sincère. Ces mots ne venaient pas d'un pupitre, ils venaient d'un peuple. Et la veste sur ses épaules rendait impossible à quiconque d'oublier pour qui il se battait. Au début, la salle était pleine de bruit. Conversations feutrées, rires forcés, tintements de verre. Dirigeants ajustant leur posture pour les caméras, murmurant des remarques répétées à leurs assistants. C'était le bruit des affaires courantes, des puissants faisant semblant de résoudre des problèmes impossibles, jusqu'à ce qu'un homme se lève et que tout s'arrête. Lorsque Ibrahim Traoré s'est levé, aucune musique n'a retenti. Aucun projecteur ne l'a suivi. Mais le changement était indéniable. Il s'est propagé comme une onde. Subtil d'abord, puis irrésistible. Les têtes se sont tournées, la sécurité s'est renforcée. Certains regards se sont élargis par curiosité, d'autres par inquiétude. Cela n'était pas prévu au programme. Cela ne faisait pas partie du scénario. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas hésité. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, comme guidé par quelque chose de plus profond que la simple cérémonie. Dans un lieu conçu pour préserver le confort, il portait l'inconfort avec dignité. Et sans élever la voix, il a réduit la salle au silence plus complètement que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Les lustres ne se sont pas mis à scintiller plus fort. Les murs dorés n'ont pas brillé davantage. Mais l'air a changé. Il s'est épaissi d'anticipation, d'une question que personne ne voulait poser, mais qu'on ne pouvait plus éviter. Qui a donné à cet homme la permission de parler ainsi? Et la réponse, inavouée, était simple. Personne ne l'a fait. Il n'a pas demandé. Traoré n'était pas dans la confrontation. Il était clair. Il n'était pas hostile. Il était honnête. Et cette clarté avait plus de pouvoir que la fureur. Le silence n'était pas gênant. Il était mérité, car la salle savait qu'elle n'était plus aux commandes.
Pour la première fois depuis des années, elle écoutait, elle ne parlait plus. Dans ce calme, quelque chose de rare s'est produit. Des dirigeants qui avaient dépassé des décennies à éviter la vérité l'ont senti peser sur eux, non pas par la protestation, mais par la présence. Traoré n'a pas accusé. Il a révélé, il n'a pas menacé. Il a exposé. Et ce faisant, il a forcé la salle à se confronter à elle-même. Ce moment ne sera jamais imprimé dans les comptes rendus officiels. Il n'apparaîtra peut-être jamais dans les archives diplomatiques. Mais l'histoire ne s'annonce pas toujours avec fracas. Parfois, elle entre discrètement, s'avance au centre, et suspend le souffle du monde, juste assez longtemps pour lui rappeler ce que ressent la vérité. Lorsqu'Ibrahim Traoré a commencé à parler, il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas frappé sur le pupitre ni pointé du doigt. Il a parlé lentement, délibérément, avec un calme plus fort que des cris. Ce n'était pas la voix d'un homme réclamant de l'attention. C'était la voix de quelqu'un qui l'avait déjà, sans force, sans peur. Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement la vérité. Et c'est cela qui lui donnait sa puissance. Dans un monde où l'indignation est souvent confondue avec le courage, Traoré a choisi une autre voie. Il a choisi la clarté, non pas pour impressionner ni pour intimider, mais pour s'assurer que les mots atteignent là où ils devaient, la conscience, pas seulement les oreilles. Il a parlé de l'Afrique non pas comme d'une blessure, mais comme d'une survivante. Il a décrit un continent qui ne mendie pas le secours, mais qui exige la reconnaissance. La façon dont il a dit « l'Afrique n'est pas le chaos », n'était pas défensive. C'était un fait. Et dans ce ton, posé, maîtrisé, inébranlable, la vérité a frappé plus fort que n'importe quelle protestation. La salle est restée silencieuse, non pas parce qu'elle était en désaccord, mais parce qu'elle n'avait rien à répondre. Ce n'était pas un homme qui cherchait à gagner un débat. Il n'était pas là pour argumenter. Il était là pour témoigner, pour placer un miroir devant le pouvoir et refuser de détourner le regard. Et dans cet acte, quelque chose a changé. La salle s'est vue elle-même. Les gens s'attendent à ce que la résistance ressemble à des cris. Mais Traoré leur a appris autre chose. La résistance peut être silencieuse. Il peut porter un uniforme, rester immobile et parler d'une voix qui ne tremble pas. Il ne tremblait pas. Il était inébranlable. Et le poids de ce silence a rempli toute la salle. Sa voix portait des générations avec elle. Non seulement la douleur de la colonisation, mais aussi la fierté de la survie. Pas seulement les blessures subies, mais la détermination à reconstruire. Il n'était pas là pour être applaudi. Il était là pour être retenu dans les mémoires. Et chaque syllabe s'en est assurée. Lorsqu'il fit une pause, le silence qui suivit n'était plus tendu. Il était empreint de respect. Car en quelques minutes, un jeune leader a rappelé au monde que la vérité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Elle a seulement besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la dire et la défendre. Ce qu'Ibrahim Traoré a apporté à ce sommet, ce n'était pas seulement un discours. C'était un miroir, pas poli, pas doux. Il reflétait des siècles de silence, de décisions et de dégâts qui avaient été justifiés bien trop longtemps. Et lorsqu'il a levé ce miroir, par ces mots, personne n'a pu détourner le regard. Non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il n'a pas accusé à l'aveugle. Il a posé des questions avec une précision tranchante. Comment appelez-vous des entreprises qui corrompent des gouvernements pour voler des minerais? Comment appelez-vous des banques qui cachent la richesse africaine volée dans des coffres étrangers? Comment appelez-vous le silence quand des enfants meurent de faim près des mines d'or? La salle n'avait pas de réponse, seulement du silence et de la gêne. Ce n'étaient pas de nouveaux problèmes, mais jamais ils n'avaient été évoqués ainsi, dans cette salle, avec cette voix, par ce type de dirigeant. Le monde avait l'habitude de voir des présidents africains demander de l'aide. Traoré ne demandait pas. Il dévoilait. Il n'était pas en colère. Il était lucide. Et dans cette lucidité, personne ne pouvait se cacher. Son ton ne changea jamais. Sa voix resta calme. C'est justement cela qui rendait la chose plus douloureuse. Il ne suppliait pas. Il révélait. Les mots ne montaient pas comme une vague. Ils tranchaient les uns après les autres, comme une vérité brute. Derrière chaque phrase prononcée, il y avait un siècle. Un schéma mis à nu, une blessure rouverte. Certains dans l'auditoire baissèrent les yeux, d'autres évitèrent le contact visuel. Quelques-uns griffonnèrent des notes, comme pour se cacher derrière leur stylo. Mais personne ne rit.
Personne ne quitta la salle, car tous savaient qu'il ne s'agissait pas de politique. C'était l'histoire qui parlait en temps réel. Et une fois que la vérité entre dans une pièce, elle ne s'en va pas discrètement. Le miroir de Traoré n'était pas destiné à humilier. Il était destiné à éveiller. Il n'était pas là pour faire s'effondrer le système, mais pour révéler ce qui se cachait en dessous. L'écart entre ce qui était dit en public et ce qui était signé en privé. La distance entre la politique et le peuple. Le silence entre le profit et la douleur. À la fin de ces paroles, le miroir se dressait, non pas fissuré, mais limpide. Et chaque personne dans cette salle y avait vu quelque chose. Peut-être de l'inconfort, peut-être de la culpabilité, peut-être une prise de conscience. Mais une chose était certaine. Ils avaient vu la vérité. Et désormais, ils allaient devoir vivre avec. Ibrahim Traoré n'était pas venu parler seulement en tant que président. Il était venu parler en tant que témoin. Et lorsqu'il a dit « Laissez-moi vous raconter une histoire », la salle a de nouveau changé d'atmosphère. Non pas parce que les dirigeants s'attendaient à quelque chose d'anodin, mais parce que ce qui allait suivre allait bien au-delà de la politique. Cela touchait au cœur de l'humain. L'histoire d'un garçon nommé Malik. Malik n'était pas un symbole, c'était un enfant de 12 ans, vivant dans un petit village du Burkina Faso. Chaque matin, avant le lever du soleil, il parcourt des kilomètres pieds nus, non pas pour aller à l'école, ni pour jouer, mais pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Son chemin traverse des collines remplies d'or. Un or qui ne lui appartiendra jamais. Traoré a dressé ce tableau avec une précision tranquille, sans exagération, sans besoin de dramatiser. Juste la vérité. L'or de la terre de Malik remplit des coffres forts aux quatre coins du monde. Il alimente la richesse, le luxe et le confort à des océans de distance. Pourtant, le garçon qui passe devant cet or ne mange qu'une fois par jour, s'il y a de la nourriture, et étudie à la lueur d'une bougie. S'il reste de la cire. Il ne rêve pas de fuir, il rêve de construire, de devenir ingénieur, non pas pour quitter l'Afrique, mais pour la reconstruire, pour creuser des puits afin qu'aucun enfant n'ait à parcourir le chemin qu'il parcourt. Pour bâtir des hôpitaux, des écoles et de l'espoir. Ce rêve n'est pas naïf, il est sacré, et il mérite plus que de la pitié. Quand Traoré a prononcé ces mots, la salle a retenu son souffle, car soudain, il n'entendait plus parler de l'Afrique comme d'un concept. Il voyait un enfant, un nom, un visage, un chemin à travers la poussière et la faim, un rêve qui n'avait jamais atteint les villes du pouvoir. Jusqu'à présent. L'histoire de Malik n'était pas destinée à faire pleurer les puissants. Elle était destinée à leur rappeler que derrière chaque politique, chaque accord, chaque silence, il y a des enfants comme lui, dont l'avenir est volé avant même d'avoir pu être vécu. Et pourtant, ils espèrent, ils avancent, ils croient encore. Lorsque Traoré termina l'histoire, il parcourut la salle du regard et déclara « Le rêve de ce garçon n'est pas un visa, c'est la justice ». Et dans cette phrase, quelque chose d'ancien fit son retour sur la scène mondiale, la dignité. Non pas demandée, non pas empruntée, une dignité exigée. Et au nom de Malik, le silence se brisa enfin. Pendant des décennies, le monde a parlé de l'Afrique, sans jamais vraiment l'écouter. Des rapports ont été rédigés, des sommets ont été organisés, mais les voix qui comptèrent le plus sont restées à l'extérieur de la salle. Le silence n'était pas accidentel, il était voulu, car le silence protège le confort, et le confort résiste souvent à la vérité. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris la parole, il a brisé ce silence, non pas avec colère, mais avec une vérité qu'on ne pouvait édulcorer. Il a parlé de contrats signés dans des salles de conseil lointaines qui laissent les villages vides. Il a évoqué des entreprises saluées en Occident pour leur portée mondiale, tout en extrayant la vie du sol local. Il a nommé le déséquilibre sans détour. « Vous nous traitez de corrompus », a-t-il dit. « Mais comment appelez-vous les entreprises qui paient pour voler ce qui nous appartient ?» La question n'était pas rhétorique. Elle était chirurgicale. Et à cet instant, chaque visage dans cette salle est devenu partie de la réponse. Car le silence n'est jamais neutre. Il protège toujours quelqu'un. Le silence autour des richesses volées de l'Afrique n'est pas simplement un oubli diplomatique. C'est une stratégie délibérée. La richesse s'en va. La pauvreté demeure. Les minerais partent. L'espoir disparaît. Des enfants meurent de faim sur des terres riches en ressources.
Et personne ne dit mot, parce que ce silence profite à trop de monde. Traoré a refusé de parler par allusion. Il a nommé les paradis fiscaux, les comptes offshore, les banques complaisantes qui accueillent l'argent volé à l'avenir de l'Afrique. Il ne parlait pas par amertume. Il parlait avec des preuves, avec l'expérience, et avec une voix qui n'avait plus besoin de permission. La salle n'avait pas l'habitude d'entendre l'Afrique s'exprimer ainsi. Non pas dans la plainte, mais avec clarté. Non pas en mendiant, mais en exigeant. Et cette clarté a balayé toutes les excuses, car une fois que la vérité est nommée, le silence devient complicité. Et l'ancien confort de détourner le regard ne tient plus. Lorsqu'il fit une pause, le silence dans la salle avait changé. Ce n'était plus le silence du pouvoir. C'était le silence de la prise de conscience. Et dans ce calme, une chose est devenue douloureusement évidente. L'Afrique n'a jamais manqué de voix. Le monde avait simplement refusé de l'entendre. Jusqu'à maintenant. Ibrahim Traoré n'a pas parlé de l'Afrique comme d'une victime. Il a parlé d'un système, global, intentionnel et soigneusement construit, qui profite du déséquilibre. Un système où les plus pauvres portent les plus riches, où la terre est riche mais où le peuple reste pauvre, et où l'inégalité n'est pas un accident. C'est une politique. Il a expliqué comment la richesse est extraite, non partagée, comment les minéraux africains alimentent les smartphones, les voitures et les satellites, alors que les mineurs dorment le ventre vide. L'économie mondiale, a-t-il dit, repose sur une contradiction. L'Afrique nourrit le monde, mais ne peut pas nourrir ses enfants. Et cette contradiction n'est plus acceptable. Il a posé des questions difficiles. Pourquoi les pays qui produisent les matières premières en tirent-ils le moins de bénéfices? Pourquoi les entreprises étrangères possèdent-elles la terre pendant que les agriculteurs locaux mendient du travail? Pourquoi les prêteurs fixent-ils les règles, tandis que les emprunteurs portent la faute? Personne n'a interrompu, car chaque question était authentique. Les dirigeants dans cette salle connaissaient les réponses. Ils avaient signé les accords, approuvé les oléoducs, souri sur les photos pendant que la pauvreté s'aggravait derrière les caméras. Mais face à Traoré, il n'y avait plus d'échappatoire, derrière les mots. Car ces paroles n'étaient pas de la politique. C'était une expérience vécue. Il ne parlait pas avec ressentiment, il parlait avec précision. Il reliait chaque statistique à un nom, chaque contrat à une conséquence, chaque retard de justice à une génération perdue. Il n'était pas là pour impressionner, il était là pour rendre visible l'invisible, et il a réussi. Pour une fois, le langage de l'économie a rencontré celui de la dignité. Et le monde a été forcé d'admettre la vérité, que l'injustice porte un costume, que la pauvreté est fabriquée, que l'ordre financier mondial a toujours su qui il sert et qui il sacrifie. Traoré a révélé cela avec une vérité calme et posée. À la fin de son discours, même ceux qui étaient devenus uniquement pour réseauter prenaient des notes, car l'atmosphère de la salle avait changé. Ce n'était plus simplement un sommet. C'était devenu un tribunal et les preuves étaient indéniables. Non pas contre des individus, mais contre un système injuste depuis bien trop longtemps. Le monde se demande souvent pourquoi les Africains sont en colère. Ils pointent du doigt les protestations, les troubles et les conflits, sans jamais se demander ce qui a précédé l'incendie. Mais lorsque Ibrahim Traoré s'est tenu devant les dirigeants les plus puissants de la planète, il a offert une réponse différente. Ce n'était pas de la colère, mais un éveil, et cette différence change tout. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé à l'aveugle. Il a parlé avec la clarté de quelqu'un qui a trop vu pour faire semblant, et qui aime trop son peuple pour rester silencieux. Sa voix n'était pas élevée, car elle n'en avait pas besoin. La vérité se suffisait à elle-même. Et dans cette vérité, le monde a entendu quelque chose de rare, l'intégrité. Traoré a parlé d'une génération qui ne demande pas à fuir l'Afrique. Il demande de le reconstruire. Non pas à être prise en pitié, mais à être responsabilisée. Non pas à être sauvée, mais à être digne de confiance. Ce n'était pas de la rage, c'était une vision. Un refus de laisser un autre siècle s'écouler sans changement. Une exigence non pas d'aide, mais d'espace pour s'élever. Il a décrit de jeunes Africains diplômés mais sans emploi, des ingénieurs qui creusent des puits à la main parce que personne ne finance leurs rêves. Des agriculteurs sans terre, des étudiants sans enseignants, des hôpitaux sans médicaments. Mais il n'a pas présenté cela comme des tragédies. Il les a présentés comme des chapitres inachevés, prêts à être réécrits.
Ce que le monde considérait comme un échec, il l'a qualifié de sabotage, de système conçu pour s'effondrer, d'avenir volé avant même d'avoir commencé. Mais l'éveil dont il parlait n'était pas seulement politique. C'était spirituel, un changement d'identité, passer de l'attente à la construction, de la survie au leadership, du silence à la parole. Traoré a rappelé au monde que l'Afrique n'est pas endormie. Elle est éveillée et observe. Observe qui profite, qui fait semblant, qui disparaît quand il faut agir. Et dans cette prise de conscience, il y a de la force. Car une fois qu'un peuple s'éveille à sa propre puissance, aucune force sur terre ne peut le rendormir. Lorsqu'il eut terminé, plus personne n'osa parler de colère, car ce qu'ils venèrent de voir était bien plus grand. Un leader qui s'exprimait non pas par ressentiment, mais par renouveau. Qui ne réclamait pas de la sympathie, mais affirmait un but. Ce n'était pas un caprice, c'était une torche. Et désormais, la flamme était allumée. Quand Ibrahim Traoré eut fini de parler, il y eut un moment d'immobilité. De ceux qui suivent quelque chose de sacré, un silence qui ne demande pas d'applaudissements, mais qui les reçoit tout de même. Puis, lentement, des mains commencèrent à bouger. Non par politesse, mais par reconnaissance. Car quelque chose de réel venait de se produire. Les premiers à se lever n'étaient pas venus d'Europe, ni de l'Occident aisé. C'étaient des dirigeants d'Amérique latine, d'Asie et de tout le continent africain. Présidents et ministres qui avaient longtemps ressenti le poids d'être ignorés. Ils se levèrent non seulement pour les paroles, mais pour ce qu'elles représentaient, le début de quelque chose de nouveau. D'autres suivirent, certains avec hésitation, d'autres avec conviction. Même les dirigeants venus en s'attendant à un énième sommet convenu étaient désormais debout. Et les applaudissements grandissaient, non pas comme une vague, mais comme une vérité, enfin acceptée. Tout le monde ne comprenait pas chaque mot, mais tous comprenaient à l'instant. Pour beaucoup dans cette salle, c'était la première fois qu'ils voyaient un dirigeant africain parler non pas en subordonné, non pas en invité, mais en égal. Non, plus qu'un égal. Comme une voix de clarté dans une brume de faux semblants. Traoré n'avait pas simplement rejoint la conversation. Il en avait changé la direction. Les flashs crépitaient, les journalistes prenaient des notes, mais l'histoire qu'ils écrivaient désormais ne portait pas sur la controverse. Elle parlait de courage, d'un courage calme et constant, celui qui ne fait pas trembler la salle par le bruit, mais par la vision. Et cette vision avait sorti la salle de son confort, pour la plonger dans sa conscience. Dehors, le monde réagissait en temps réel. Les réseaux sociaux s'embrasaient avec ces mots « Il a parlé pour nous tous ». Les hashtags se sont répandus non seulement à travers l'Afrique, mais aussi sur tous les continents. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Burkina Faso découvraient désormais son nom, car les applaudissements à l'intérieur de la salle avaient résonné bien au-delà de ces murs. Ce moment n'était pas seulement une ovation debout, c'était un signal que le monde était prêt, ou du moins disposé, à écouter, et que parfois il suffit d'une seule voix qui dit la vérité avec courage, pour que l'histoire bascule, non pas par la force, ni par la peur, mais avec une clarté indéniable. Les applaudissements à l'intérieur de la salle du sommet étaient puissants, mais la réaction à l'extérieur, à travers les villes, les villages et les écrans, était tout autre. Elle n'était pas orchestrée, elle n'était pas contrôlée, c'était brut, authentique et immédiat. Dès la fin du discours, l'Afrique a commencé à répondre fort, clairement, ensemble. À Ouagadougou, les rues se sont remplies en quelques heures. Les drapeaux ont flotté, les téléphones diffusaient le discours en boucle. Certains pleuraient, d'autres dansaient. Une mère serrait son enfant contre elle et murmurait « Cet homme parle pour ton avenir ». Il n'y avait pas de foule payée, pas d'éclairage de scène, seulement des gens qui enfin se voyaient au pouvoir. À travers le continent, l'énergie s'est propagée comme une traînée de poudre. À Lagos, les jeunes se sont réunis dans des cafés et des salles de classe pour revoir ce moment. À Nairobi, un poète a présenté un slam inspiré par le discours. À Dakar, des fresques sont apparues du jour au lendemain, représentant Traoré entouré de livres, de marteaux et d'enfants. Pas d'armes, pour beaucoup. Il ne s'agissait pas de politique, mais de présence. Pour la première fois, quelqu'un s'est levé et a dit ce qui avait toujours été ressenti, mais jamais exprimé dans cette salle. Et les gens l'ont compris.
non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Quelque chose s'était brisé, et il n'allait pas laisser cela se refermer. Dans les écoles, les enseignants ont imprimé la transcription et en ont fait des devoirs de lecture. Dans les marchés, les commerçants ont interrompu leur travail pour écouter. Dans les foyers, les grands-mères serraient les radios contre leur poitrine. C'était plus qu'un discours. C'était une reconnaissance. Un rappel qu'en Afrique, on n'était pas sans voix. On avait simplement été réduit au silence. Même au-delà de l'Afrique, la réaction a stupéfié le monde. En Amérique latine, des militants citaient ces paroles. Au Moyen-Orient, les commentateurs le qualifiaient de symbole d'un nouveau leadership. Et dans les grandes villes occidentales, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés aux affaires africaines cherchèrent désormais le Burkina Faso et son nom. Le discours était terminé, mais les rues ne faisaient que commencer. Car une vérité, une fois prononcée, ne peut être retirée. Et lorsqu'elle atteint les gens, non pas comme un ordre, mais comme un miroir, ils ne se contentent pas d'applaudir. Ils agissent. Et cette fois, l'Afrique n'attendait pas. Elle avançait, une ville, une voix, un battement de cœur à la fois. Les mots d'Ibrahim Traoré ont fait plus qu'inspirer. Ils ont enflammé. Ce qui avait commencé comme un discours est devenu quelque chose de plus grand, un mouvement, sans leader unique, sans siège central, sans besoin d'autorisation. Il n'a pas attendu de politique. Il s'est propagé à travers les gens, la musique, la protestation, la création. On l'a appelé par de nombreux noms, mais en son cœur, c'était un éveil. En quelques jours, des artistes créaient, des écrivains publiaient des essais. Des rappeurs intégraient son discours dans des hymnes puissants. Des designers ont imprimé son visage sur des t-shirts avec les mots « Il parle pour nous ». Au Ghana, au Kenya, au Sénégal, le même message revenait sans cesse. Nous avons fini d'attendre. Nous construisons maintenant. Traoré n'a pas demandé cela. Il ne l'a pas planifié. C'est ce qui le rendait authentique. Les gens ont choisi de porter ces mots parce qu'ils s'y reconnaissaient. Il n'était pas un sauveur, il était un miroir, une étincelle, une voix qui faisait écho à ce que des millions savaient déjà, mais qu'ils n'avaient jamais vu, reflété sur la scène mondiale. Le mouvement ne portait pas seulement sur lui. Il s'agissait de Malik, de chaque enfant marchant sur des routes poussiéreuses, avec des rêves trop lourds à porter seul. Il s'agissait d'étudiants, sans emploi, de parents sans médicaments, de villages sans eau. Il s'agissait de dignité, non pas en théorie mais en action, en revendiquant le droit de façonner l'avenir. De nouvelles organisations se sont formées du jour au lendemain. Des groupes de jeunes se sont réunis pour discuter de la propriété foncière, de la politique